Bonjour, ici Mylène Sans Souci, bienvenue à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est la Minute NAC et aujourd'hui, je vous parle de la poudre protéinée Ultra Recovery, la chose à intégrer à votre routine post-entraînement. C'est pas compliqué, c'est une poudre hyper protéinée qui est conçue pour améliorer la récupération des athlètes d'endurance. Ça vous aide à développer vos muscles, à réduire les douleurs musculaires et à faciliter la réhydratation. Avec 24 g de protéines complètes, 525 mg d'électrolytes et 4 g de BCAA par portion, il y a tout là-dedans pour vous aider à vous reconstruire, à faire le plein d'énergie puis à vous réhydrater après un gros training. Question de rebondir encore plus fort le lendemain. C'est simple, tu mélanges une scoop de poudre avec 400 ml d'eau et bang, le tour est joué, tu bois ça 30 minutes maximum après ton effort. Mais si vous voulez pimper un peu la recette, moi je vous conseille de remplacer une partie de l'eau par du lait de soya ou autre lait végétal, puis de couler un espresso là-dedans, que ce soit avec la saveur chocolat ou vanille de la poudre protéinée Ultra Recovery, ça goûte le ciel puis ça te remet sur pied pour attaquer le reste de la journée. Pour l'essayer, ça se passe sur le nac.com, tu remplis ton panier, puis avant de payer, tu utilises le code promo Pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS et bang, 15% de rabais sur ta commande. Bon épisode tout le monde! Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 167e épisode de Pas sorti du bois. Le deuxième, pour ceux qui l'écoutent, qui sont pas ici présentement, il y a eu une semaine entre les deux. Pour ceux qui sont présents en ce moment au Faux Mouvement, il y a eu 10 minutes. Ça va vraiment être intéressant parce que là, deux invités qui ont des parcours complètement différents. Mylène Sans Souci, bienvenue à Pas sorti du bois. Merci beaucoup de l'invitation. Ben écoute, je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir parce que tu as beaucoup d'expérience. Ça fait longtemps que tu fais ça. Autant les marathons de route que maintenant le trail. Tu as fait plein de distances, tu as un background, tu as voyagé pour courir. Je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir à plonger là-dedans. On est toujours au Faux Mouvement avec Max Coubès de Hubal de la distillerie qui nous fait des drinks. Tout le monde ici a pu goûter les produits d'Hubal. Max nous a même concocté, je pense, des drinks spécialisés pour nous. Selon des conversations qu'on avait eues sur tes goûts, ce que tu voulais comme drink, ce que Max se sentait inspiré. Donc Max, quand tu auras 2 minutes, on serait preneur que tu viennes nous expliquer qu'est-ce qu'on va boire. J'en profite pour remercier Distillerie Hubal, le Faux Mouvement et toutes les belles personnes qui sont là aujourd'hui, une trentaine de personnes au Faux Mouvement. On est à pleine capacité, on est sold out. Les gens qui sont là ont remporté leur place par des petits concours de fin d'épisode quand ça commence à se parler. Quand il y a un épisode live à Québec qui s'en vient, ceux qui écoutent l'épisode jusqu'à la fin entendent des petits concours, des niaiseries que je vous fais faire. Je vous ai pas fait chanter ce coup-là. Il y a des gens qui ont déjà eu à chanter en messages vocaux pour nous signifier qu'ils voulaient venir. On s'en rappelle, ceux qui ont écouté mon épisode de Bromont Ultra en balado-qualité, j'avais une chanson en tête, j'avais chanté dans l'épisode et j'ai fait chanter les gens, c'était magique. Toi, tu l'as chanté, toi aussi, Regarde, vous êtes là encore aujourd'hui. Vous méritez vos places sans chanter. Donc, merci à tout le monde qui est là, c'est vraiment le fun. Puis si vous avez des questions comme tantôt, vous nous faites signe pendant l'épisode, vous nous coupez. On est en famille ici, donc si vous avez quelque chose qui peut pas attendre, levez la main, puis peut-être que si je vois pas, il y a Laurence et Joanie, mes deux assistantes ici qui font des signes quand les gens ont des questions. Fait que Max, c'est quand t'es prêt, sinon nous on va commencer, puis toi aussi. Ah, tu t'en viens, parfait. Donc Max, on l'applaudit. Finisher de l'Ultra Trail du Fjord du Saguenay, le 100 km. Ah, t'as fait le 100 km? Un premier point commun entre mon invité et notre mixologue. Finisher. Félicitations, Max. Ah, merci. Ouais, voilà. Donc Max, qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui? Alors, excuse. Pour toi, Yannick, je t'ai fait un petit cocktail avec notre London Dry à base de maïs avec un petit peu d'ananas et des épices que j'ai fait dans une marmite hier chez nous, là, vraiment homemade craft. Puis j'ai rallongé ça avec un petit peu de ginger beer de chez mes potes de Fin Soda. C'est vraiment bon. Et pour toi, Mylène, un petit sans alcool. Donc je t'ai mis du Seedlip, c'est un spiritueux sans alcool, super bon, avec un soda à la Camerise. Tu vas voir, c'est fruité, facile à boire. Et voilà. Merci, santé, Max. guys. Donc on va y goûter. Merci On l'applaudit Max. On l'applaudit aussi parce qu'il a terminé le 100 km de l'UTFS comme toi, puis je pense que c'était un bon chantier. Ça n'était une bonne? Tout de même. Il me regarde, tout de ouais. même. Donc, santé Mylène. Santé tout le monde.
Oh wow. Puis? Très bon. Très bon, le Très verdict bon. que ça passe? Léger, fruité, très bon. On est juste entre nous, est-ce que c'est vrai qu'il est bon? Oui. Oui? Ok, parfait. Non, j'ai cœur Max. Non, c'est vraiment très bon. Merci Max d'être là. Mylène, j'ai le goût qu'on commence par le commencement. Je le disais tantôt, t'as une grande expérience en trail, t'as un background de marathonienne, t'as fait plus de 20 marathons si mes sources sont bonnes. Parle-moi de ce que tu fais dans la vie, parle-moi de d'où tu viens, puis comment la course est entrée dans ta vie. Ben, j'ai commencé à courir assez jeune. Je me rappelle pas trop comment c'est venu dans ma vie. Il y a pas vraiment de coureurs dans ma famille. J'ai comme toujours aimé ça. Alors, j'ai commencé ma première piste de course, si on veut, c'était moi je viens de Boisbriand. Je viens pas de Québec. Il y a beaucoup de gens qui pensent que je viens de Québec, mais je viens de la banlieue de Montréal. À Boisbriand, sur une île où il y a une rue au centre, c'est une île en long. Il y a une rue avec des maisons de chaque côté. Environ 1,5 km aller-retour. Alors, j'ai commencé à faire des allers-retours dans l'île. Et il y a des voisins parfois qui me demandaient si j'avais besoin d'un lift. J'ai quand même, je suis pas gênée de le dire, j'ai 41 ans. Alors quand j'avais 10 ans puis que je courais comme ça, ben c'était pas vraiment la mode, c'était pas populaire de courir. Ils te demandaient de courir après quoi? Oui, c'est ça. Quand je me suis tannée de l'île de Mai, ben j'ai couru sur Grande-Côte. Alors je me rendais de Boisbriand jusqu'à Mascouche, Terrebonne, aller-retour. Et des fois, j'allais ensuite de ça, quand je travaillais au IGA, adolescente, il y a des gens qui me disaient « Hey, c'est toi la coureuse de Grande-Côte, hein? » C'est ton premier surnom, la coureuse de Grande-Côte. Ben ouais, mais ouais. Je te coupe, mais te rappelles-tu, à 10 ans, la première fois que tu t'es dit « Il y a une rue devant chez moi, je vais aller la courir » ? Ben, j'étais dans l'équipe d'athlétisme de Boisbriand. Et je me rappelle que très jeune, ben tu sais, disons les compétitions, il y avait 5 disciplines. Ben je faisais des médailles, c'était assez bon, un 100 mètres, des courses comme ça. Et puis j'avais peut-être 6-7 ans, on avait une compétition à l'intérieur et c'était un 1000 mètres. Et dans ma tête, 1000 mètres, c'était vraiment gros. Et puis quand j'ai terminé, je me suis dit c'était juste ça. T'en voulais plus? Oui, puis ben c'est ça. Puis après ça, de fil en aiguille, ben j'ai juste apprécié courir. Mais au secondaire, j'ai commencé à jouer au volleyball. Dès le secondaire 1, j'avais jamais joué avant. Et ça a été, tu sais, un coup de foudre pour ce sport-là. Le sport, tu sais, le sport de stratégie, l'équipe. Ouais. Puis au secondaire, on a quand même beaucoup de temps, on est beaucoup entre amis. Fait que c'était comme une deuxième famille, tu sais, l'équipe de volleyball. On était à un secondaire où c'était quand même compétitif. On jouait au 3A, on a fait des provinciaux, on est allé au championnat canadien. Après ça, j'ai joué au cégep. Alors au travers de ça, ben je continuais à courir, mais je pouvais pas réellement être dans l'équipe d'athlétisme de l'école parce que je faisais le volleyball, mais ils m'amenaient dans les compétitions. Alors je faisais toutes les compétitions de cross-country, les provinciaux, mais je m'entraînais pas réellement en athlétisme. Puis quand je me suis tannée du volleyball et que j'étais rendue à l'université, ben j'ai décidé de juste courir par moi-même, puis ça m'a toujours aidé à gérer mon stress. Ouais. J'ai toujours eu l'impression que ça m'aidait à être plus concentrée. Alors rapidement, ben c'est une partie de mon horaire d'études à l'université. Tu sais, il y a pas un examen où j'allais sans avoir couru avant. Rapidement, ça a pas été de mettre des dossards puis de compétitionner, c'était un mode de vie avant tout ça, c'était un mode de vie qui t'aidait toi dans les études et tout, c'était intéressant quand même. Oui. Puis encore aujourd'hui, tu sens ces bienfaits-là de sortir t'entraîner. Oui, puis tu sais, c'est stéréotypé, mais c'est arrivé tellement de fois où je me bute à un problème en mathématiques. Quand je faisais mes études en génie géologique, je comprends pas un problème de mécanique des sols. Ben, je laisse ça là, je m'en vais courir, je reviens, j'ai la réponse. Tu sais, ouais. Est-ce que tu t'es déjà questionné qu'est-ce qui concrètement dans la course t'amène ça, t'amène
cette clarté d'esprit-là ou c'est de la perspective que tu as besoin? Ben, j'imagine que c'est comme faire du yoga pour certaines personnes, mais juste de laisser aller l'esprit, puis juste de se défocusser de ce qu'on comprend pas, ou tu sais, quand je pars courir à 5 heures le matin, souvent, tu sais, je ne suis pas de programme d'entraînement. Quand je pars courir, ben, tu sais, j'y vais au feeling, puis si je vois que je suis fatiguée, ben, je fais mon 1h30 de course, mais mollo. Et puis, des fois, je pars, puis j'ai le goût de pousser. Alors, je fais des accélérations, mais j'ai même pas ma montre. Je cours pas de montre. Au feeling. Oui. C'est sûr qu'après plus de 30 ans de course, de ce que je comprends, si mes calculs sont bons, c'est un mode de vie, fait qu'après ça, ça doit être dur de décider de consommer un programme alors que ça a toujours été de la même façon, les bienfaits. Tu disais université puis de volleyball. À quel moment tu t'es dit, OK, ben la course, c'est un mode de vie, la course, ça me fait du bien, mais je vais m'inscrire à une course, peu importe la distance? C'est quand j'ai déménagé à Québec, en fait, en 2002. C'était le marathon des Deux-Rives dans le temps. Et puis, ben c'est ça, je déménageais à Québec avec 2 de mes amis. J'avais regardé sur Internet. J'avais même pas de carte de crédit dans le temps. J'étais allée voir ma mère puis je lui avais dit, tu sais, est-ce que tu me prêterais ta carte de crédit pour m'inscrire pour le marathon là à Québec? Elle m'avait dit, oh, je savais que tu voudrais faire ça un jour. Mais tu sais, mes parents m'ont toujours soutenu, m'ont toujours encouragé. Mais les gros encouragements, c'est du genre, Mylène, tu sais, tu peux participer à la course, c'est parfait, mais t'es pas obligé d'être épuisé à la fin. Ça, c'est l'encouragement de ma mère. Et mon père, c'est, Mylène, ménage tes genoux. Va pas trop loin, ralentis. Ben je pense qu'il y a beaucoup de parents du sport qu'on fait que c'est un peu ça. Moi je pense qu'ils viennent beaucoup à mes courses parce qu'ils aiment l'ambiance et ils veulent garder un œil pour être certain que je meurs pas. Je pense qu'il y a un peu de ça. C'est ça. Alors le premier marathon que j'ai fait, dans le fond, j'avais 20 ans. Okay. J'ai déménagé à Québec. Je savais pas trop comment m'entraîner, tu sais. L'avant-veille, je me rappelle que j'avais couru un bon 3 heures et demie. La veille, j'avais un appartement au 4e étage où aménager. J'avais fait des voyages aller-retour avec mes boîtes. Je m'étais fait un ongle incarné en courant à la pluie 2 jours avant. Ça avait comme infecté. Tu sais, j'étais vraiment pas dans des conditions optimales. En même temps, ça préparait pour le trail quelques années plus tard. Mais je l'ai fini. Je pense que j'ai fait 3h45, quelque chose comme ça. Dans le temps, on prenait le traversier pour se rendre au départ. C'est une super belle course. Je l'ai fait quelques fois. Mais ça, c'est mon aventure de premier marathon à 20 ans quand c'était pas vraiment populaire, là. Ça commençait, mais c'est les premières années même du marathon de Doré, je pense. Oui, puis tu sais, quand je courais, là, en me rendant de Sainte-Foy pour aller courir sur les plaines, je me faisais huer par plusieurs automobilistes. Ça a pas changé des fois dans certains coins, là. Je sais pas pour vous autres, mais il y a peut-être moins. C'est moins courant. Oui, il y a plus de monde qui court, donc. C'est ça. Ouais. Est-ce que tu avais eu une préparation particulière dans le sens où tu y allais au feeling, tu le disais, mais ta plus longue distance avant ce marathon-là, tu sais à peu près combien? Ben, j'avais probablement fait plus. OK. Mais tu sais, on n'avait pas de montre qui nous disait la distance, mais tu sais, j'évaluais que j'avais déjà couru 4 heures consécutives. OK. J'évaluais que je me doutais que j'en avais déjà fait plus. OK. Mais j'avais pas de confirmation là. Fait que du moment que tu t'inscris à ce premier marathon-là, que tu le fais, y a-tu une piqûre parce que depuis t'as fait beaucoup de courses organisées? Ben, après ça, au fil d'arrivée, mes parents étaient là. Ma mère m'a dit, je t'ai jamais vue blanche comme ça. Mais tu sais, j'avais mon ongle, ça a été ma première perte d'ongle. Ça en s'est suivi plusieurs. Mais ils m'ont amené à l'urgence. Ah ouais, ok. Oui, c'était tout enflé. Ben, c'était infecté. C'est infecté, ok. Tu sais, la veille, en fait, je me retenais pour pas boiter en allant chercher mon dossard pour pas que les gens me disent, ben voyons, tu s'en vas courir un marathon demain, comment ça tu bois?
Je comprends. Et je me rappelle très bien du regard du médecin qui m'avait regardé l'ongle d'orteil puis qui m'avait dit « Là, tu viens de courir un marathon. » Avec un genre de dégoût et d'incompréhension. Ouais. Et après ça, ben dans les 2-3 jours après, je m'étais dit « Ben, je fais plus jamais ça. » Puis, je sais pas, peut-être un mois après, je me suis dit, ben l'an prochain, je le refais, mais je fais mieux que 3h45. C'est comme devenu l'objectif d'y retourner puis de battre ton temps. Oui, c'est ça. Puis après ça, j'en ai fait beaucoup, des marathons sur route. Ben, tu sais, j'en faisais 1 ou 2 par année, mais c'était comme... Ben, tu sais, j'ai toujours eu un besoin de me compétitionner un peu, tu sais, de voir où je m'étais améliorée, tu sais, compétition avec toi-même. Pour me balancer, oui, moi-même. Puis le marathon, ben c'est une distance tellement précise. Tu sais, le marathon des Deux-Rives, c'était quand même pas facile par rapport au dénivelé. Il était considéré comme un marathon difficile, mais tu sais, dans le temps, je trouvais ça difficile monter la côte pour aller sur le pont à mi-parcours. Oui, c'est ça. Puis tu sais, maintenant c'est pas grand-chose, mais quand tu veux un chrono, c'est sûr que ça fait une différence. J'ai été courir à Toronto. Ben après mes études, pas juste voyager, mais j'ai habité 1 an à Halifax. Okay. Mon conjoint aussi a habité à Halifax. Après ça, dans le coin de Toronto, à Waterloo. Donc, j'ai fait quelques marathons, pas nécessairement ciblés pour voyager, mais c'était... Tant qu'à être là. Ben, c'est ça. Tant qu'à être là. Puis, après ça, ben, le trail... En fait, j'ai une amie qui est dans le coin des cantons de l'Est. Et dans le temps, en 2010, dans ces eaux-là, il y avait les X-Trail, Sutton, Orford. Donc, la plus longue distance, c'était un demi-marathon. OK. Puis dans le temps, je trouvais ça vraiment intense, tu sais, de courir un demi-marathon avec la montée de la montagne. Et puis mais c'est, tu sais, j'aimais vraiment ça, mais au travers de ça, j'ai toujours fait beaucoup de randonnées. Okay. Avec des amis, avec mon conjoint, mais j'allais courir sur route avant, et puis après ça, j'allais faire de la randonnée avec des amis, sans vraiment être essoufflé. Tu sais, je veux dire, mon entraînement, il était fait. Ouais, c'est Quand ça. j'allais dans le bois, mon entraînement sur route était fait. Puis après ça, je faisais des randonnées. Tu sais, c'était plus ça, mais dans le temps, j'avais pas d'enfants, j'avais plus de temps dans mes poches. Et puis après avoir eu mes jumeaux, ben c'est là que on dirait, tu sais, mes jumeaux jumelles sont nés en août 2015, ils viennent d'avoir 8 ans. Et on dirait qu'il y a eu beaucoup plus de courses, les courses se sont allongées. Donc en 2017, tu sais, quand j'ai fait le QMT, le 50 km, c'était la plus longue distance du QMT. Et on sortait pas du Mont-Sainte-Anne, c'était 2 boucles de 25. Puis l'année d'après, ben là, ils proposent un 70, un 100. Alors, tu sais, avec les distances qui ont allongé dans les événements, ben veux pas, je voulais aller voir, explorer ce côté-là. Mais c'est ça, on dirait, c'est par l'offre des courses que j'ai commencé à aussi aller voir c'est quoi ces distances-là. Puis déjà, tu disais qu'avant même ton premier marathon, tu avais déjà couru 4 heures, fait qu'il y avait déjà un attrait puis un plaisir dans la longue endurance. Tu sais. Oui, fait tout à qu'après fait. ça, quand des courses proposent du long, ben on les essaye, puis ça s'est enchaîné comme ça. Oui, tout à fait. Puis tu l'as dit tantôt, jumeaux jumelles en 2015. Puis 2017, tu étais déjà en train de faire du 50 km de retour. Comment ça s'est passé, la conciliation course avec cette grossesse-là puis un accouchement quand on parle de jumeaux, c'est pas banal, là? Non, en fait, à mes jumeaux, j'ai été très raisonnable, selon moi. Parce que plus tard, ça l'a été moins? Ben oui, c'est ça. Avec on mon y reviendra. petit dernier, j'ai été moins raisonnable, mais à mes jumeaux, j'ai continué à courir jusqu'à la fin du 2e trimestre. Quand même. Mais tu sais,
au niveau, tu sais, médical, on n'a pas de, tu sais, il y a pas de contre-indication, il y a pas, donc, de toute façon, j'ai toujours été au feeling. Rendu à la fin du 2e trimestre, je trouvais que ça commençait à être lourd. J'avais des avis de médecins qui me disaient depuis le début, fais attention, c'est sûr que c'est une grossesse à risque, même si je me sentais bien, puis qu'il y avait pas aucun élément qui pouvait me dire que c'était dangereux. Mais c'est aussi que ça tombait pendant l'été, ma fin de grossesse, je pouvais faire du vélo, il y avait pas de pandémie, je pouvais aller à la piscine, nager, et donc j'ai pris ce genre de 3 mois-là sans course. Puis après, j'ai attendu 6 semaines. Et je me rappelle que c'est vraiment un 6 semaines, jour pour jour. Et je graffinais à la fin. Mais j'avais lu que les tissus étirés, comme pour une foulure de cheville, c'est minimum 6 semaines pour guérir. Alors, je m'étais dit, 6 semaines, c'est le minimum. Après ça, je recommence à courir. Et puis, ben, avec mes jumeaux jumelles, c'était dans la poussette de course. Tu sais, maintenant, c'est la marque Thule qui a acheté la marque Chariot. Ouais. Mais moi, je l'ai toujours appelé mon chariot parce que j'avais la marque Chariot. Ben, tu sais, ça a bercer mes enfants. Donc bien là-dedans. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Pendant, tu sais, jusqu'à ce qu'ils aient 5 ans, disons dans les 2 dernières années, c'était plus à tous les jours de fin de semaine, mais tu sais, dans les derniers mois de mon congé de maternité, c'était l'été. C'était à tous les jours. Après ça, leurs premières années de garderie, ils dormaient à la garderie. Ils faisaient des siestes à la garderie, mais plus à la maison. Si c'était pas dans le chariot, il y avait pas de sieste. Parce que les deux se réveillaient. Ah oui. Donc c'était comme mon obligation. Je me dévouais, tu sais, j'allais courir. Un sacrifice. Ben oui. Hiver, moins 30, tout emmitouflé, avec des petites pochettes chauffantes pour les mains, les pieds. On allait courir, puis c'était toujours les deux, tu sais, les têtes collées, puis ça faisait des beaux dodos. En même temps, je suppose que pour toi aussi, c'est une période qui peut être difficile, les premiers mois avec 2 en plus. Mais là, t'avais aussi ton moment avec eux, mais t'avais ton moment aussi pour retrouver l'activité qui te passionnait depuis que t'avais 10 ans. Oui. Puis, tu sais, je savais qu'ils dormaient bien. Tu sais, c'est comme réconfortant aussi, d'un côté, maman, parce que tu pars pas en te disant, tu sais, dans le doute, est-ce que ça va bien pour mes enfants? Mais tu sais, je sais que ça va bien. Ou si ça va pas bien, mais je le sais aussi. Ouais. 2017, première course ultra, non, disons. en fait, j'ai recouru le marathon des Deux-Rives en 2016. Donc, quand ils venaient juste d'avoir 1 an. Et j'ai couru le marathon des Deux-Rives dans le temps, il était à la fin août. Et 3 semaines plus tard, le marathon de Montréal. Fait que j'avais déjà en tête, pendant ma maternité, je me disais, 1 an après, je vais faire Québec-Montréal back-to-back. Puis est-ce qu'il y avait des objectifs encore de temps? Parce que tu disais qu'avant ça, c'était de battre le meilleur temps ou le temps de l'année précédente. Ben, j'avais déjà fait en bas de 3 heures avant d'avoir mes jumeaux. Et là, au marathon des Deux-Rives, j'avais fait quelque chose comme 3 heures, quelques secondes. Ah ouais. J'avais pas battu mon meilleur temps. J'étais un peu fâchée. J'avais eu une crampe à la fin. Dans le temps, je prenais pas de gel. J'étais je trouvais ça artificiel. Je buvais de l'eau, je voulais rien savoir du Gatorade, je buvais de l'eau pendant le marathon. Je trouvais que sinon c'était comme pas santé. Je voulais pas l'accepter de prendre un gel. Fait que sinon, tu sais, un petit morceau, une demi-banane qui donnait au milieu et de l'eau. Ah ouais. Ouais. Et là, j'avais eu des grosses crampes je me rappelle, là, dans la courbe là-bas, là. Et donc, j'étais pas arrivée en bas de 3 heures. Et après ça, à Montréal, j'avais fait quelque chose comme 2h59. Wow. En 2016. J'étais enrhumée. Mes enfants commençaient la garderie. J'étais super enrhumée. J'avais fait 2h59. Puis mon meilleur temps avant, c'était 2h58. Et là, après ça, en 2017, j'ai fait 2h54. Et c'est comme si j'ai fait un check. OK. À ce moment-là, j'avais goûté au QMT 50.
J'avais fait ici le marathon des Deux Rives en 2h54. 2 semaines après ou une semaine après, je me rappelle plus, c'était l'UTHC, j'avais fait le 65. Et là, je m'étais dit, mais c'est donc ben le fun courir dans le bois. Et ça, tu sais, il y en a beaucoup qui l'ont dit là, mais ça jumelait les activités que je faisais avant, quand j'avais plus de temps, c'est-à-dire de courir sur route, d'aller marcher dans le bois. Et c'est ça. Après ça, j'ai pas vraiment eu envie de... Non. Ça me titille encore, tu sais, d'abaisser mon temps de marathon. C'est comme un petit sentiment, tu sais, je comprends, là, les gens qui accrochent sur route et qui veulent pas, tu sais, toujours d'abaisser le temps. T'sais. Mais je pense qu'il y a un fun parce qu'il y a des paramètres Oui. qui se ressemblent un peu plus. Tu sais, tu fais une année à Ricana 65, tu veux battre ton temps. L'année d'après, il y a 28 facteurs différents qui peuvent faire que tu pourras pas parce qu'il fait plus chaud, plus froid, ils vendent, ils ont changé le parcours. Marathon, oui, il y a la température, mais au-delà de ça, si c'est le même parcours, c'est beaucoup plus contrôlé. Au même moment de l'année, il y a des bonnes chances que tu puisses faire de quoi d'équivalent ou de battre, t'sais. Oui, c'est ça. Donc, il y a un attrait d'y retourner parce que ça, c'est possible. En trail, fait que je dis pas que j'en referai pas de marathon puis que je me refocuserai pas à essayer d'abaisser mon 2h54. Mais, tu sais, c'est drôle parce que l'an dernier, tu m'avais passé en entrevue après l'UTHC 125 puis je te disais, je suis inscrite, je vais faire dans 3 semaines le marathon. Ouais. Finalement, j'avais eu un petit problème de genou, j'étais comme pas sûre. Là, c'était mon plus jeune qui était très enrhumé, qui c'était son premier automne de garderie. J'étais là-dedans, j'étais complètement congestionnée. À la dernière minute, je m'étais dit, dans 1 semaine, il y a le défi des couleurs. Pourquoi je ferais le marathon des deux? T'sais, le marathon de Québec sur route, il y a un 42 au Mont-Sainte-Anne. Magnifique. Et là, je me suis inscrite à la dernière minute. J'ai décidé de pas faire le marathon de Québec, d'aller au défi des couleurs. Puis c'est ça. Donc, tu l'as pas regretté? Non, pas du tout. Je courais sur le Mont-Sainte-Anne, il y avait les couleurs, il faisait beau. J'ai vraiment pas regretté. Donc, la route, je veux dire, je suis partagée parce que c'est aussi que dans mon quotidien, je suis toujours à la recherche d'optimiser mon temps. Et donc, 90% de mon entraînement minimum, c'est sur route. Ouais. Tu sais, je vais chercher des petits passages de trail dans mes parcours sur le bord du fleuve. Je connais des petites trails, là, urbaines, mais c'est tout. Sinon, tu sais, je me lève à 5 heures, à 5h15, j'ai mes souliers, je suis partie courir. À 6h50, je suis de retour pour m'occuper des enfants. La journée de travail débute. Après ça, c'est les enfants, les devoirs, c'est ça. T'optimises les moments que tu peux. Oui, parce que c'est aussi que la fin de semaine, de partir pour toute la journée, ben je me le permets pas tout le temps. Tu sais, je veux en passer du temps avec les enfants. Ben oui. De toute façon, eux sont très occupés aussi. Oui, c'est ça. Eux ont des cours de natation, de tennis, de soccer. Tu sais, il y a beaucoup de choses là. Fait que souvent de courir en trail, ben c'est le moment que j'ai pour me retrouver dans le bois. Mm-hmm. Tantôt tu disais, on parlait de ta première grossesse, là, tu dis à la deuxième par contre. Ouais, là j'ai été un peu moins sage. Comment ça s'est passé? Ben dans le fond, c'était, je suis tombée enceinte au début de l'été 2020. Okay. Donc c'était quand même le début de la pandémie. Ouais. On pensait qu'on s'en était sorti à ce moment-là. On était naïf. Mais après ça, ben toute ma grossesse, ça allait super bien. J'en avais un cette fois-là. C'était quand même léger, tu sais, après en avoir porté 2. Mais c'est aussi que j'avais plus confiance dans mes sensations de course. Mm-hmm. Étant enceinte. Fait que, tu sais, passer 25-30 semaines, ben, tu sais, de sentir le bébé bouger, j'étais très à l'aise avec ça. Je ralentissais, il se replaçait, on repartait plus vite. Tu sais, c'était un beau travail d'équipe. C'était vraiment le fun. J'ai vraiment apprécié courir enceinte avec un bébé dans bédaine. Et donc, j'ai couru toute ma grossesse. Et ça a fait aussi que par la suite, ben j'avais très hâte de me remettre à la course. Et ben c'était la pandémie. Mes 2 plus grands étaient à la maternelle.
on s'est lancé dans un chantier. Moi, un de mes projets de maternité, c'était aussi un agrandissement de la maison, un agrandissement assez majeur. Tu sais, le 3e a été l'élément déclencheur pour agrandir la maison. Donc, j'avais vraiment pas beaucoup de temps et il fallait que je fasse ça optimal. Donc, je me permettais quelque chose comme 50 minutes de cours. À partir de 2 semaines, quand mon plus jeune est arrivé, j'ai recommencé avec des intervalles. Je me disais, je vais être sage, marche, course. Je me permettais environ 50 minutes. Okay. À peu près, tu sais, à 4 heures le matin, entre 2 boires. Une semaine plus tard, les intervalles de marche-course sont devenus course-sprint. C'est revenu vite. C'est revenu un peu trop vite. Et puis, tu sais, j'en ai senti là des petits avertissements de mon corps avant que ma blessure se déclenche, mais je me disais non, tu sais, moi je me blesse pas, tu sais, c'est correct. C'était début mai 2021. Tout mon bas de dos et mon bassin ont jammé. Ah ouais. Je suis revenue de courir. J'avais commencé à mettre le bébé dans poussette. Ça allait bien. On reprenait le dessus. Mes jumeaux, la maternelle, à l'école, avaient recommencé. Parce qu'avant ça, tout le mois d'avril, c'est à la maison, au travers du bruit, de la poussière, et tu sais, des enfants à la maternelle, tu sais, peser pour faire un cours en ligne, c'est quelque chose. Je me cachais dans des positions anti-ergonomiques pour allaiter. Tu sais, c'était quelque chose le mois d'avril. À partir du mois de mai, quand on dirait que j'ai soufflé, mon corps a jamais. Et je suis revenue de courir, puis après ça, pendant 1 mois, j'avais de la misère à marcher. Ah ouais. Fait que j'ai vu plusieurs professionnels, j'ai changé de physiothérapeute et j'ai découvert une physiothérapeute, une perle que je vois encore parfois. Mais c'est ça, c'est que dans le fond, tu sais, avec les hormones, tu sais, le corps qui a été étiré, qui se retrouve du jour au lendemain à ne plus avoir de poids, tout a bougé, puis ça a jammé. Fait que ça a été, oui, ma plus grosse blessure à vie. Ouais. J'ai été un bon 2 mois sans pouvoir courir. Mais tu sais, considérant que j'avais arrêté de courir 2 semaines après l'accouchement, c'est quelque chose de se dire, pendant 2 mois après ça, alors que j'avais repris ma forme, là, c'est 0. Puis j'ai même de la misère à marcher. Mais tu sais, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais m'apitoyer sur mon sort devant mes enfants. Tu sais, avec les enfants, ça bouge tout le temps. Avec le bébé, tu sais, c'est à chaque jour une petite, tu sais, un sourire, tu sais, un petit quelque chose qui illumine ta journée. Donc, c'est ça. Je suis passée au travers de ça. Je pense qu'on a une question de Laurence Barry. Oui. Une autre ancienne invitée, coudonc, il y a quelque chose. Ben oui, viens la poser au micro. Donc, je me demandais, tu dis que de l'université à postpartum, puis tout ça, tu sais, la course, ça a toujours été pour toi, ton moment pour déstresser, pour canaliser ton énergie, puis tout. Mais dans ces 2 mois-là, qu'est-ce que t'as fait? Tu sais, comment t'as-tu réussi à trouver tous les avantages, peut-être pas tout, ou une partie des avantages que t'avais à la course ailleurs, ou t'as attendu que ça passe? Merci, Laurence. C'est une bonne question. Comme ça, là. Ouais! Non. Tu sais, je l'ai pris un petit défi à la fois. Alors après ça, tu sais, juste d'aller marcher 5 kilomètres avec mon bébé dans poussette, ça faisait ma journée. Et puis, c'est certain que... c'est ça, avec mes 2 grands qui commençaient les camps de jour, juste aller les reconduire, aller les rechercher, de voir leur excitation, tu sais, j'avais tellement d'action dans la journée que ça m'a permis de me décentrer, tu sais, de moi-même. Mais c'est sûr que j'ai fait une grosse introspection aussi pendant ce temps-là, puis c'est ça.
Puis j'avais aussi au travers de ça mon chantier à la maison. On faisait construire une piscine aussi, une piscine creusée, tu sais, tant qu'à faire. Les tankas. Le terrassement, tout ça. Donc, j'étais quand même très stimulée dans tout ça. Ouais, c'est sûr que ça m'a aidé. Puis je prenais mes exercices, tu sais, j'avais mes rendez-vous avec ma physiothérapeute et je prenais mes exercices vraiment à la lettre. Tu sais, quitte à en faire plus, mais je voulais pas en faire plus, mais tu sais, c'est ça. Puis avec mon bébé, veut pas qui se développait au travers de tout ça, ben je trouvais des façons de l'amuser en faisant mes exercices, puis juste ça, ben tu sais, c'est ça, ça faisait mes journées. Je regardais parce que cette même année-là, t'as complété des courses, t'es revenu à la course. Comment s'est passé ce retour-là après 2 mois sur le carreau? Ben la première au QMT, qui était à cause de la pandémie, qui a été déplacée à la mi-août. Ouais. À ce moment-là, ça faisait 2 semaines que j'avais recommencé à faire une foulée. OK. 2 semaines avant, je marchais, là. Je pouvais pas envisager faire une foulée de course. Et ben j'ai considéré abandonner à plein de moments pendant ce QMT 50 là, mais puis tu sais je le sentais, je sentais des douleurs évidemment, mais c'était sous contrôle. Puis j'étais vraiment heureuse quand j'ai fini. Ouais. Ben, juste pour les gens qui écoutent, là, 6h13 pour le QMT 50, 5e place. Ouais. C'est quelque chose. Ça doit être un finish qui, tu sais, t'en avais fait plein d'autres ultras, des plus longs, des premières places, des podiums, mais ça devait avoir une grande valeur pour toi. Oui, mais j'étais partie super vite en plus dans mes stages IMO. Puis je me disais, ben ça me dérange pas. Je vais casser, ça me dérange pas. Mais y avait-tu le fait de pas avoir eu de la course pendant si longtemps? Oui. T'étais prête à, je veux dire, juste de pouvoir courir point. Oui. C'était suffisant. Je me rappelle dans la Mestachibo, je sais pas qui, mais il y a un gars que j'ai dépassé dans les marches, il m'a dit "Ouais, mais ça sert à rien là." Tu sais, il a un peu mal pris que je le dépasse. Puis moi dans ma tête, tu sais, j'y ai pas dit là parce que j'étais à côté. Mais dans ma tête, je me disais "Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je vais casser." Mais là, je me sens en vie là, puis j'ai le goût là, tu sais. Et quand on dit les marches, c'est l'escalier Jean Larose, donc t'as déjà quasiment la moitié du parcours de fait à ce moment-là. Ouais. À quel moment t'as fini par casser, si t'as cassé? Ben, rendu en redescendant le Mont-Sainte-Anne. Okay. On dirait, en montant, j'étais encore dedans, puis en redescendant, puis après ça, dans les sentiers de ski de fond, je me disais, ben voyons donc, là, je me disais... tu sais, là, tu penses au bébé, là, ça, il doit avoir faim, là, faut que j'aille l'allaiter. Là, je me disais, ouais, mais si j'arrête, là, je considérais mes options. Mais, tu sais, autour de 40 km de fait, ben, tu sais, il y a plus d'options. Ben là, on est rendu. C'est ça. Ouais. Dans ton parcours, il y a beaucoup de courses de pleine distance, il y a beaucoup de podiums, de victoires. Est-ce que tu as ce côté compétitif-là? De quand tu es sur une course, de voir la deuxième est où, ou est-ce que je vais chercher l'autre? Est-ce que tu as ça ou c'est toujours... surtout envers moi-même. C'est vers toi, comme dans les marathons. Oui, surtout. Et là, d'ailleurs, pour l'UTHC, ben, je trouve ça le fun parce que j'ai mon temps de référence de l'an dernier. J'ai eu le temps d'analyser ma course de l'an dernier et je sais très bien ce que j'ai fait de pas correct, ce que j'ai fait de correct et je veux me comparer à moi-même. OK. C'est intéressant. Puis là, c'est un parcours qui est similaire. Après ça, il peut avoir plein de différences. Peut-être faire un peu plus froid cette année. Revenons-y, parlons-en de cet UTHC 125-là. Mais je veux juste mentionner cette année-là, après le QMT 50, j'ai fait le Trail du Grand-Duc, le 66 km. C'était la 2e année qu'il faisait parce qu'il y avait eu l'année 2020, l'année de pandémie. Où c'était comme exploratoire, allez-y, courir. Ouais, c'est ça, il balisait. Oui, c'est ça. Fait que là, à ce moment-là, j'étais à 20 semaines de grossesse. Je me rappelle très bien, j'avais fait le 30 km, puis c'était super beau. Mais en 2019,
j'avais fait le 66 km et j'avais fait quelque chose comme 7h09 si ma mémoire est bonne. Je sais pas, t'as tes chiffres devant toi, là. 7h05. 7h05 que j'avais fait, OK. Ouais. Ben, en 2021, après ça, quand je suis revenue, tu sais, après le QMT, tu sais, 50, là, ben, ça a bien été. Ouais. Fait que j'ai repris de la forme, j'ai repris de la confiance. J'ai arrivé au Trail du Grand-Duc, le même parcours exactement que 2 ans auparavant. C'était la même température et je me disais, ben, tu sais, je vais peut-être faire 7h30. Ben, finalement, je me suis battue. De beaucoup, quand même. Ben, j'ai fait, je pense, 6h58. Ouais. C'est ça? Exactement Ah ouais, ça. Tu sais qu'ils sont là, hein? Oui. Non, mais je les vois pas, mais je me rappelle que environ à 4-5 kilomètres de l'arrivée, je me suis dit, non seulement je me bats, mais je suis capable de faire en bas de 7 heures. C'est fou. Puis je l'ai rentré en bas de 7 heures, puis ça, tu sais, encore aujourd'hui, là, c'est ma victoire qui me fait le plus de bien en dedans. Parce que je me suis, malgré tout ce qui s'était passé dans ces 2 ans-là, je me suis battue moi-même, alors qu'en 2019, j'étais quand même, tu sais, j'avais fait la CCC avant, j'étais quand même en forme. Ben oui. Puis c'est ça, de me prouver à moi-même que j'étais capable de revenir, ben c'est ça. Ouais. Tu venais de battre la Mylène de 2019. Puis avec 2 ans qui avait été chargé, oui. Pandémie, bébé, travaux, blessures. Fait que là, après ça, je me suis installée dans l'auto, allaiter bébé, puis je me suis dit, ben ça y est, je tourne la page sur ma blessure, c'est fait, on passe à autre chose. Puis c'était quoi l'autre chose? Ben là, c'est l'année dernière. Ben là, j'ai essayé, à l'Ultra Trail Gaspésia l'an dernier, là, c'était une inscription que j'avais qui datait de 2019, de l'avant-pandémie. Je m'étais inscrite un peu sur un coup de tête après la CCC en me disant, ben, tu sais, je regarderai l'an prochain, tu sais, j'aimerais ça faire un 160 au Québec, il y a celui-là. C'est le plus facile. Ouais, c'est ça, mais tu sais, je regarderai un peu plus en détail c'est quoi cette course-là, je m'inscris. Ça reste comme ça, c'est la pandémie, il y a un 3e bébé et tout ce qui arrive, et je me dis, ben, tu sais, je l'ai mon inscription. Ben, je vais la faire. Mais, tu sais, j'avais recommencé à travailler. Le bébé le plus jeune qui a commencé la garderie, j'avais été très occupée. Donc, je me réservais, tu sais, la journée rendue là-bas pour vérifier c'était quoi le parcours, c'était quoi la course que je m'étais engagée. Et là, j'ai réalisé que c'était 3 fois le même parcours. Ben, tu sais, l'aller, retour, aller. J'ai réalisé ça la veille. Je me suis dit, ben, voyons donc. Dans quoi je me suis embarquée là? Et donc, c'est là que, après l'aller-retour, je me suis dit, ben, moi, c'était une belle journée de course. C'était suffisant? Ouais. C'est arrêté là? Ça s'est arrêté. T'es bien avec la décision. Mais seulement c'est un aller-retour-aller, c'est dur pour le mental de revenir tout le temps sur ses pas, mais c'est pas une track qui est facile non plus. Ben c'est non, boiteux. Quand c'est montagneux, c'est montagneux. Puis quand c'est pas montagneux, c'est tough aussi. Puis j'étais pas prête mentalement. Okay. C'est ça que je me suis rendu compte. On apprend à chaque trail, à chaque ultra. Et définitivement, j'étais pas prête mentalement. Fait que c'est ça. Mais je pense que c'est le genre de course, de défi, peu importe lequel, où faut avoir, tantôt dans l'épisode précédent, Oliane parlait des cartouches. Des fois, quand t'en as plus, ça sert à rien d'essayer de creuser puis d'en trouver d'autres. Des fois, c'est mieux de se dire, j'ai passé une belle journée, j'ai fait l'aller-retour, c'est suffisant. Ouais, c'est ça. T'es bien avec cette décision-là, puis t'as-tu un goût de retenter ou... J'irais peut-être plus sur Forillon. OK, ouais. Ouais. Pas cette année, là, mais mais donc, c'est ça, tu sais, après mon année de maternité, ma grosse blessure, mon retour, si on veut, en forme, ben... Tu sais, j'ai juste réalisé que je suis capable d'être plus performante, tu sais, mais j'ai envie
de me donner cette peine. Tu sais, j'ai envie de me forcer plus. Puis j'ai envie de faire de prendre les décisions au quotidien pour mettre tout ensemble et être plus performante dans la course, dans ma job. Tu sais, j'ai juste eu le goût d'être plus focus dans toute ma vie. Tu disais tantôt, dans le temps du marathon, les débuts en trail, tu vois qu'un entraînement au feeling, un entraînement principalement urbain, alors que là, tu t'entraînes pour des défis de 100 km dans le bois. Est-ce que, avec le temps, à force d'en faire, est-ce que il y a des choses que tu adaptes à ton quotidien? Parce que je sais qu'il y a plein de monde qui écoute qui sont dans la même situation, où on fait de la trail pour le plaisir des dossards, mais on n'a pas le temps de le faire. Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour faire bénéficier tes courses de trail, même si t'es ici? C'est une bonne question. Disons l'hiver. Ça, c'est quelque chose qu'on entend un peu, tu sais, les gens qui disent, ouais, tu sais, au Québec, c'est difficile de s'entraîner l'hiver. Ben, au contraire, moi, je trouve que j'en profite de l'hiver, de la neige, de la difficulté de courir dans la neige, d'aller chercher les petits sentiers qui sont tapés sur le bord du fleuve par les marcheurs. Ben, moi, je les fais en courant et je retrouve des sensations de trail. Ouais. Moi, j'aime vraiment ça, courir l'hiver. Et des fois, justement, à 5 heures le matin, je suis la première après la tempête. Il n'y a pas eu de marcheur encore. Je suis la première à ouvrir la trail. Puis des fois, c'est juste trop épais. Mais des fois, tu sais, ça fait un entraînement varié. Et clairement, moi, j'en profite beaucoup. Puis ça prépare pour des courses plus boiteuses. Oui. Tu sais, quand je veux dire, l'hiver, ça forge le caractère. Tu sais, quand tu fais une sortie, puis comme tu dis, il y a de la slush, peu importe, tes pieds mouillés comme si t'étais en Gaspésie ou au fjord du Saguenay. Puis t'es dans 20 tu vires dans le beurre, de neige. T'es exactement en train de préparer ta prochaine course parce qu'il y a ça au Québec. Toutes nos courses de trail, cette année, encore plus, je pense, du virage dans le beurre et des pieds mouillés, on a juste ça, là. C'est ça. Ben, moi, je prépare ça l'hiver. Voilà. Est-ce que tu réussis à intégrer du dénivelé? Quand même. Tu sais, moi, j'habite à Sainte-Foy, vers Pointe de Sainte-Foy. Et j'ai quelques parcours que je suis habituée de faire, mais je finis toujours par aller sur le bord du fleuve. Tu sais, et soit mon parcours plus avec la poussette ou mon parcours sans poussette, mais je finis toujours par aller sur le bord du fleuve, par avoir des bonnes côtes pour descendre, pour monter, pour revenir. Et des passages d'escalier. Donc, parfois, j'en profite pour, au lieu de le faire juste une fois, le faire à quelques reprises. Ah oui. Mais c'est pas mal ça. Ouais, c'est possible, on en voit plein, puis tu sais, certains Mathieu Blanchard, bien avant de déménager puis vivre dans des stations balnéaires, s'entraînaient pour l'UTMB ou sur le Mont-Royal, puis ça s'est quand même bien passé, là. On finit par trouver notre dénivelé. Ben oui, puis tu sais, j'ai quand même, par exemple, dimanche dernier, j'ai été au Mont-Saint-Anne. Mais là, c'était réservé avec mon conjoint. C'était un moment, le dimanche matin, je me lève tôt, je pars avant que les enfants se réveillent, puis je m'en vais faire 7 heures de course sur le Mont-Saint-Anne. Tu sais, je ferais pas ça à toutes les fins de semaine, mais oui, je le fais parfois. Puis j'en profite vraiment. J'ai beaucoup de plaisir à aller faire des montées par peu importe les sentiers du Mont-Saint-Anne. Des fois à Stoneham, des fois dans le coin du lac Beauport. C'est comme les 3 places bien connues du coin. On est quand même chanceux à Québec parce que tout ça est quand même proche. Oui, quand même. Est-ce que tu fais encore de l'entraînement de vitesse? Ben j'ai jamais fait pour les marathons des intervalles précis. Okay. J'y vais plutôt encore une fois au feeling et je compte dans ma tête et en fonction des poteaux de lampadaire. C'est excellent, c'est organique. Il y a une question que j'aime ça poser à des gens comme toi qui ont beaucoup d'expérience, ça fait longtemps qu'ils en font. Tu as fait des longues courses, des longs moments sûrement seul dans la nuit à avancer, pas d'autres coureurs autour. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Comment tu restes motivé quand t'as mal partout, quand il y a personne, il y a pas de pacer ou d'autres coureurs à qui parler? Comment tu t'occupes? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête?
Est-ce qu'il y a des choses qui se passent? Non, mais c'est vrai, des fois, on est super zen, on cligne des yeux pis on fait, hey, ça fait 4 heures que je cours. Ouais, ça peut arriver, il y a ça. Hey, sincèrement, c'est une drôle de question. Mais il y a pas de petits jeux. Des fois, j'ai eu des anecdotes malades de gens qui avaient des jeux, des manières de s'occuper l'esprit, des gens qui font des calculs mathématiques. Ben oui, Ouais? oui, ça arrive que je me fais des statistiques. OK. Ouais, Bon. ouais. Ça occupe. Oui, tout à fait. Je fais des statistiques, je chante dans ma tête, là, pas à voix haute, mais C'est bon. ouais, je me fais des beats. Voilà. À quand l'album? Ça va être long. Ok. Quand mes enfants pourront le faire pour moi. Ah, OK, c'est ça. Ouais. Voilà. UTHC 125, l'année passée, c'était la première fois que tu participais au 125. Oui. Comment ça s'est passé? Ben super bien. Ouais. Oui, tu sais, c'était la première fois que je faisais la première moitié, dans Ouais. le fond, de parcours. Puis, ben c'est tellement beau. Mhm. Tu sais, il faisait chaud quand même, mais on a eu, tu sais, droit à des points de vue, un coucher de soleil, un lever de lune, tu sais, tous les éléments étaient là pour faire en sorte que c'était une super belle nuit, un super beau début de course. Mais une chose, c'est que moi, j'avais acheté une bonne lampe frontale. Je considérais, tu sais, la Petzl qui recommandait pour la CCC en 2019. Mais dans mon train-train quotidien, ben j'avais pas réessayé ma frontale. Elle était dans mon armoire de bébelles de course. Je l'avais chargée. J'avais une batterie de rechange USB. J'étais partie avec ça, 2 batteries chargées. J'étais convaincue que j'étais correcte. Mais je me suis rendu compte, probablement en la partant au début à la brunante, j'allais partie dans le tapis. Première erreur, mais tu sais, je m'en rendais pas compte que j'avais pas besoin de cette lumière-là. J'ai vidé ma première batterie. Et quand je suis arrivée à ma deuxième batterie, ben il y avait un problème. OK. T'sais, quand je suis partie, c'est sûr qu'il y avait les 3 lumières chargées. Puis là, était à une batterie, une ligne. Et puis ça flashait, puis ça diminuait graduellement. Alors j'ai toute la portion de nuit, presque à chaque ravito, j'alternais de batterie. Et j'ai eu vraiment à gérer l'angoisse de me retrouver vraiment dans le noir. Puis c'est surtout entre 2 ravitaux que j'ai réalisé, ouais, mais si ma batterie plante réellement, là, tu sais, quand elle flashait, ça diminuait, ben je peux même pas aller chercher l'autre batterie parce que c'est noir. Surtout cette portion-là, je suppose que t'étais rendu Oui. passer les Hautes-Gorges, donc passée. les 20 km sans vie humaine. Oui. Et là, je me suis retrouvée dans une situation où je me disais, ben je peux pas demander au ravitaillement, aux bénévoles de l'aide. Ils vont me disqualifier. Je veux pas me faire disqualifier. Je peux même pas leur faire part que je suis un peu angoissée parce qu'ils me laisseront pas partir. Fait que là, j'étais comme toute seule à gérer mon angoisse. Puis à changer ma batterie en disant aux bénévoles « Oui, ça va bien! » Puis je mettais ma batterie, je repartais, puis ça clignait, puis ça baissait. Puis là, je m'enfargeais un peu d'un roche, puis je continuais. Et dans tout ça, ce que je me suis rendu compte, le rendu au dimanche, quand j'ai vidé ma veste d'hydratation, je me suis rendu compte que j'avais rien mangé. Juste à gérer la pile et l'angoisse de la pile. Et j'étais convaincue, même quand tu m'as passé en entrevue le samedi, j'étais convaincue que j'avais bien géré mon alimentation, j'avais mon plan, j'avais mes barres, j'avais tout. Puis là, le dimanche, quand je suis arrivée pour vider mon sac, j'ai réalisé que j'avais presque rien mangé, là. Pendant un bon 4 heures, j'avais peut-être pris un gel, tu sais. Je faisais juste gérer mon angoisse puis être vraiment focus sur où je mettais les pieds parce que je voyais presque rien. Ouais. Alors, il y a cet élément-là qui a été un peu difficile, tu sais. Mais je suis comme... Et là, Priscilla m'a dépassé peut-être à 20 km de la fin, quand il faisait encore noir. J'ai eu un gros down. J'ai ralenti. Je voyais plus grand-chose. L'estomac vide. Elle m'a passé. Et là, on dirait... Ben, tu sais, ça m'a fouetté un peu. Puis je me suis dit, ben, je l'ai presque passé la nuit.
Ouais. Le soleil s'en vient. Ça m'a donné un regain. Puis là, j'étais rendue à la dernière montée, la montagne Noire. Puis là, c'est ça, j'ai eu un petit regain, là. Je me suis shakée, puis je me suis dit, je l'ai passé la nuit. J'ai enlevé ma frontale, le soleil s'est levé, puis j'étais à l'arrivée. Fait que là, cette année, quand on dit on refait j'ai une nouvelle frontale. Nouvelle frontale. Tout est testé. Mylène va passer à le 4 piles. J'en ai 2 3. lampes frontales. Tu vas être certaine d'être correcte, là. Ouais. Mais à part ça, tu sais, je veux dire, la course, on en avait parlé après, ça s'était bien passé. La nutrition, c'était bien passé sur ces 4 heures-là. Sachant que tu refais la même course dans des conditions assez similaires, je veux dire, en termes de temps de départ et tout ça, est-ce que tu as adapté quelque chose dans l'entraînement pour t'y préparer? Est-ce que dans ta stratégie de course, as-tu quelque chose où on retourne faire la même chose? Puis environ la même chose. Okay. Une chose qui va changer, c'est que j'aurai pas mes enfants avec moi. L'an dernier, mon plus jeune avait 1 an et demi, mes 2 grands 7 ans, ils venaient d'avoir 7 ans, puis là, on s'était dit, tu sais, on avait une petite chambre, puis le vendredi, les enfants vont rater l'école, mais c'est la première semaine, tu sais, de toute façon, l'après-midi, c'est la fête de la rentrée, puis il faisait beau, mon chum a géré les enfants, puis mais tu sais, au final, de toute façon, quand j'ai fini, eux ils dormaient. Tu sais, c'est beaucoup de logistique d'amener la famille, et finalement, moi, le jeudi soir, je me suis pas reposée pantoute. Le vendredi matin, jusqu'à 11h, j'avais le plus jeune d'un bras. Pas eu le temps de stresser pour ta course. Là. Non, mais tu sais, j'ai dit mange sur le bord du comptoir, puis occupe des enfants, puis tu sais, c'est parce que je veux, quand je les amène à une course, je veux qu'il y ait du plaisir aussi, tu sais, puis tant que je suis là, je suis la maman, puis je m'occupe d'eux, puis quand je leur dis bye, c'est pour m'en aller à la ligne de départ 15 minutes avant, tu sais. Alors là, c'est drôle parce que tantôt, juste là, je m'en venais, et puis ma fille me disait encore, ouais, mais là, à la Malbaie, là, moi, je veux y aller, là. Ouais, on va en reparler, là, mais là, c'est ça. Alors, j'ai prévu que je vais arriver là le jeudi, je vais me reposer, je vais prendre ça cool. Recharger les batteries. Oui, recharger les batteries mentales, les batteries de la frontale. Et tu sais, je sors d'une grosse période au travail aussi. J'avais un gros projet que j'ai réussi à livrer la semaine dernière. Alors, je vais vraiment, je crois, être capable de prendre mon jeudi, vendredi sans avoir mon ordi sur le site, travailler. Tu sais, je vais essayer de faire le vide. Et c'est ça. C'est plus ça mon changement, disons, par rapport à l'an dernier. C'est un gros changement. Oui. C'est en lien avec ma prochaine question parce que moi, je t'avais rencontré, l'année passée. Je te suivais parce que j'aime suivre nos athlètes québécois à la CCC, tout ça. Moi, pour moi, t'es une superwoman, dans le sens où t'as eu des jumeaux, la conciliation travail-famille, la conciliation course-famille-travail, tout ça, moi, ça m'impressionne. C'est quoi le secret ou le conseil que tu donnerais aux gens qui écoutent, qui voudraient peut-être essayer de concilier tout ça, puis peut-être qu'ils sentent qu'ils y arrivent moins? Je pense que c'est de se concentrer sur une chose à la fois. Et puis, c'est sûr que, tu sais, dans la vie, je pense que j'ai toujours été quelqu'un d'assez discipliné, d'ordonné. Et puis, j'aime pas ça perdre mon temps. Mm-hmm. Tu sais, je l'ai choisi, ma vie chargée. Tu sais, j'ai le goût de me donner à fond dans tout ce que je fais. Donc, c'est ça. Puis, tu sais, moi, je le vois vraiment comme un cercle, une roue qui tourne, qui est comme, tu sais, si on veut, l'inverse d'un cercle vicieux, tu sais, parce que oui, j'ai un travail qui me demande de gérer un certain stress, d'être concentré, mais je cours et ça me permet de gérer mon stress, mais ça fait en sorte aussi que je suis plus occupée, mais tu sais, ça va ensemble, là. Puis est-ce qu'il y a, quand on passe sur une course comme Arikana, tu sais que tu pars pour une quinzaine d'heures sans ces choses-là extérieures? Je sais pas. Me donnes 15 je sais pas si c'était pas ça que j'ai vu.
17h, excusez. 15h, ouais, j'avoue, hein. 17h. Il y avait un 5 là-dedans. Bref, tu pars pour une longue balade. Est-ce qu'il y a une satisfaction aussi de dire, bon, ben là, les courriels de job, ils pognent pas à Ricana. Fait que là, je suis dédié 100% à ça. Oui. L'extérieur, parce que je sais pas pour toi, moi, ça arrive des fois que les runs de semaine d'entraînement, t'as la tête pris, puis il faut que tu fasses d'autres... Là, t'es comme dans le mais bois, moi, y a rien j'amène qui pas mon rentre. téléphone. Moi, Ça, j'amène c'est pas de la ma clé. montre, j'amène pas mon téléphone. Très fort, c'est un bon conseil. Mais là, quand tu pars pour Ricana pour 17h, bref, il y a pas ces choses-là extérieures parce qu'il y a pas de réseau, il y a rien, t'as juste ta course à faire. Fait que je pense qu'il y a une c'est ça, satisfaction oui. à être 100% dédié. Oui, tout à fait, tout à fait. Tu sais, c'est de me dire, à ce moment-là, j'ai choisi, c'est mon moment pour courir, Ouais. et c'est ça. Et par contre, le lundi, ben, tu sais, c'est avec les enfants là, c'est quand même particulier à quel point on ferme une fenêtre et on ouvre une autre fenêtre, tu sais. La course est finie et là, tu sais, comme au QMT, là, j'ai fini et la première chose que j'ai entendue, c'est « Maman, j'ai chaud! Maman, j'ai faim! Ah! Bras! Fait que c'est ça, tu sais, on passe à autre chose. Fait que là, tu sais, faut que j'en profite, c'est mon moment de course. Lundi, ça sera autre chose. Ça va être la job, il y a des courriels qui vont m'attendre, je vais m'être absentée pour 2 jours, j'espère, peut-être une journée et demie, mais c'est ça. Raqué ou pas, les Raqué enfants vont ou vouloir pas. jouer, puis il y a tout ça qui embarque. Oui, c'est ça. Les bras, le plus jeune considère qu'il est dans les bras. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions pour Mylène? Pour Liane? Notre invité de la semaine dernière, ou de il y a 10 minutes. J'ai une première question. Il était-tu bon ton drink? Ma première Elle a pris une gorgée tantôt. Tu peux y regoûter. Non, mais Pose une très longue question pour qu'elle ait le temps. Ma question, c'est, je suis quand même d'accord avec Yannick que, honnêtement, je pense que t'es comme une Wonder Woman. T'es considéré parmi l'élite au Québec, puis juste en t'entendre parler, je suis comme... Je me dis, l'horaire, il doit être incroyable. Mais, tu sais, comment tu gères avec ce stress-là de, tu dis, de, justement, ta job, tes enfants, les rénovations, tu sais, je trouve ça super beau de voir que t'es rigoureuse, t'es constante, mais comment tu deals avec, justement, tes setbacks, un peu comme quand tu sentais que tes cartouches mentales sont plus là, mettons, comme au Gaspésia. Comment tu gères avec ça? Ben, je pense que je m'en fais pas trop avec ça. Tu sais, dans le sens où, sincèrement, je me considère pas comme une élite, là. Tu sais, j'aime ça, la course, c'est une passion. Par contre, j'ai pas juste ça dans la vie. Tu sais, c'est pas comme si j'étais dédiée et que, tu sais, j'essaie de toujours me sortir puis de me dire, ben c'est pas ça qui fait que je gagne ma vie. C'est une passion, c'est un plaisir à la base et je me considère quand même chanceuse parce que mon domaine, mon travail en géotechnique, je suis ingénieure en géotechnique, tout ce qui a trait au risque naturel, la stabilité des digues, des barrages, la restauration des sites miniers, ben c'est là-dedans que je travaille et c'est une autre passion pour moi et c'est complètement différent. C'est pas comme si je travaillais dans l'activité physique ou ça n'a rien à voir. Souvent mes collègues ils sont pas du tout au courant là que j'ai couru comme ça ou ils comprennent rien ou tu sais ils ont juste pas d'intérêt à ça et c'est tout à fait correct et moi j'en parle même pas. Tu sais, il y a de mes collègues, oui, avec qui je vais en parler, mais sinon, le lundi, ben c'est la vraie vie, le vrai travail qui reprend. Et donc, je me considère pas comme une élite. C'est pas ça qui ramène du pain chez moi, tu sais, c'est... ouais. Mais je trouve ça le fun qu'après plus de 30 ans de course, c'est encore juste ça la motivation, la drive, c'est le plaisir à le faire, point. Oui, puis tu sais, je garde toujours en tête, tu sais, moi mon objectif à très long terme là, ben c'est de me rendre à 90, 100 ans et peu importe, mais en gardant ma forme physique et mentale. Et pour moi, ça va ensemble. Et je voudrais pas
faire des choses maintenant qui font que je pourrais plus courir à 90 ans. Tu sais, moi, je suis convaincue que je peux continuer à courir au quotidien si je fais les choses correctement. Et pour garder ma forme physique, mais aussi mon mental, ben c'est tout relié ensemble. Tu sais, dans mon domaine, dans mon travail, ben j'ai des super beaux défis sur le plan intellectuel. Puis je comme on disait, tu sais, je gère ça avec la course au niveau du stress, la concentration. Fait que c'est comme ça que je le vois. Ouais, mais Mylène, les gens sur Internet nous le disent que notre sport, c'est pas bon pour nos genoux pour plus tard. Ouais. C'est pas vrai. Il y a ça. Franck? Tu disais justement que au boulot, tu passais un peu sous le radar. En tout cas, tu te mettais pas forcément de l'avant par rapport à ton activité de course. Janvier dernier, tu as reçu la racine de la Bigfoot. Petite anecdote, quand le prix a été remis, la moitié des lumières se sont éteintes dans la salle. Là, je veux pas te mettre sous le spot, mais ta racine, elle est où chez toi aujourd'hui? Tu l'as mise où? En rappel, la racine d'or pour le Bigfoot, c'était le prix de l'athlète qui est pas sur les médias sociaux ou qui peut sur les médias sociaux. Donc, on avait 5 athlètes, dont toi, qui étaient des gens de la communauté, qui sont impliqués, qui font des courses, qui performent bien, mais qui sont pas sur les médias sociaux. Ben moi, en réaction à ça, j'ai fait un compte Facebook. Wow! Mais ma racine d'or et j'ai comme une petite armoire où il y a comme les papiers des devoirs, tu sais, des enfants, tout ça qui s'accumule. Et ben je mets quand même mes petits trophées de l'année. Et probablement qu'à la fin de l'année, parce qu'au début, mes enfants aiment bien ça, jouer avec un peu, quand je gagne des médailles, des trophées. Après ça, je les mets là, puis probablement que dans le temps de Noël, quand je vais faire un gros ménage, ça va se ramasser dans mon garde-robe. Mais c'est avec d'autres belles choses, mais ça reste un objet. Mais ça m'a fait vraiment ça m'a fait de quoi de recevoir ça vraiment et c'est ça, mais je peux pas dire que c'est naturel pour moi de poster ou de faire quoi que ce soit sur les médias sociaux. C'est vraiment très bien. C'est très bien, mais tu sais, je me suis dit si ça peut inspirer d'autres coureurs, ben pourquoi pas, même si je serai pas présente trop sur les médias sociaux, mais c'est vrai que des fois, tu sais, juste en novembre, tu sais, on a tous un petit creux dans nos entraînements, c'est plus difficile, ben tu sais, de voir ce que les autres font, bon, ça peut aider, mais aussi, je trouve que dans les dernières années, les organisations de courses n'envoient plus tant de courriels, tu sais, qu'avant. Mm-hmm. Ils considèrent que tout le monde est sur Facebook. Ouais. Et donc, une information de dernière minute pour une course, pour un changement de parcours ou quoi que ce soit, on reçoit pas de courriel. C'est une publication sur Facebook. Et là, j'étais toujours, des fois, ben, tu sais, t'as une genre d'incertitude d'être celle qui est pas informée. Ouais. Tu sais, d'être toujours, tu sais, celle qui est à côté de la traque, là. Alors, ça me tannait un petit peu. Et puis, ben, c'est parti. En fait, pour la garderie de mon plus jeune, il fonctionne par Messenger. Donc, j'avais comme pas le choix. Et là, après ça, bon, de fil en aiguille, ben là, j'ai gagné ça. Je me suis dit, bon, OK. Action, réaction. je me fais un compte Facebook. Mais juste un exemple, là, pour le trail du Fjord du Saguenay, je savais dans la semaine avant, il allait annoncer si on avait un changement de parcours ou tu sais, il y a eu des pluies quand même assez importantes. Mm-hmm. Ben, tu sais, dans les jours d'avant, je me dis, je vais aller voir. Ben, finalement, j'ouvre mon application de Facebook. Ben, ça fait 10 minutes que je suis là-dessus, puis
tout ce que j'ai fait, c'est scroller et me faire proposer des crèmes et me créer des besoins. Je pense que je suis ciblée comme femme qui a passé la barre de 40 ans. Je reçois juste des trucs. Je me crée des besoins de nouveaux bas, de nouveaux ci. Et donc, je ferme puis j'ai pas eu mon information. Puis finalement, y avait-tu un changement de parcours? Ben, ils ont changé le parcours, mais je l'ai su, en courant. Le jour même. D'ailleurs, t'as remporté cette première édition-là. Oui. Comment ça s'est passé ta course? Ben, super bien. Ouais. Oui. Max me disait qu'il y avait un petit peu de boîte sur le parcours. Oui, il y avait de la boîte, mais c'est la vie. Avec, c'est ça la cette année. vie, oui. Ça, mettons, parce que je veux dire, ils sont quand même proches à Ricana 125 et l'UTFS. Qu'est-ce que tu fais comme semaines. Qu'est-ce que tu fais comme récupération? Est-ce que tu te permets un temps après, un taper avant la prochaine? Comment ces 4 semaines-là, sans entrer dans tout le détail, qu'est-ce que tu te donnes comme outil pour que tu sois 100% prête pour Arikana? Ben, c'est approximatif, hein, comment je fonctionne. On aime ça comme ça. Disons, une semaine après, j'ai pris ça plus mollo. La semaine dernière, j'étais pas mal repartie. 7 heures sur le Mont-Saint-Anne. Oui, ben c'était le milieu. Ouais. Tu sais, c'était 2 semaines après, 2 semaines avant. C'était mon temps pour faire un entraînement plus spécifique. C'est le seul que j'ai fait. Et là, ben c'est comme la normale. Là. Mes semaines normales, c'est environ 150 km par semaine. Et puis après ça, la semaine d'avant, ben là, je vais essayer de sauter 1-2 journées. Est-ce que tu réussis? Pas toujours. Ouais. Mais j'essaie, c'est parce que le problème, c'est que si je me dis, je vais faire juste un 45 minutes, ben je sais que je pars courir, puis finalement, je me dis, ben, tu sais, franchement, là, je vais faire mon 1h15 complet, là, puis ça changera rien. Pendant que je cours, c'est ce que je me dis. Et là, finalement, j'arrive puis je me dis, ben voyons, j'en ai ben trop fait la semaine dernière. Tu sais, je m'emporte. Ouais. C'est ça mon problème. Ça revient à ce qu'on disait tantôt, la passion. Je trouve ça beau, c'est malade après 30 ans. Ça fait pas 30 ans que je cours. J'espère que quand ça va faire 30 ans, je vais avoir encore cette drive-là de faire 45 minutes. C'est un peu court, me semble. Il me semble que ce serait le fun d'aller un peu plus loin, un peu plus longtemps. C'est ça, ouais, voilà. Ouais. Je trouve ça le fun. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Oui, Max. Si tu veux, ou tu peux la poser puis je vais la poser pour toi. Tu sais, je vois, t'es comme pied électrique, là. Si tu te blesses, tu refais ta maison. Dans 3 heures, lire un livre, chiller, rien faire. Max demande si t'es capable, il te qualifie de pile électrique. T'as eu Wonder Woman, Superwoman et pile électrique. Max, il y a quand même un lien avec ton anecdote d'Arikana. On va donner 2 points à Max pour ça. Mais il te demande si t'es capable de prendre du temps plus pour lire un livre, pour relaxer. Ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé. Ouais. Ben, quand j'étais jeune, oui. Ça m'arrivait des fois. Mais, tu sais, c'est ça. Avec la vie, c'est plus chargé, hein. Donc ça m'arrive plus, non. Une grande maison. Oui. Est-ce qu'il y avait des questions? Oui, Laurence, oui. Viens la poser. C'est pas une question, c'est un commentaire. Je veux juste dire, Mylène, que pour avoir fait des ravitaillements dans des courses que t'as faites, puis que t'étais en avant, que ça allait bien ou pas, fait que, dont le Gaspésia où t'as fait un aller-retour, je veux dire que t'es une des personnes les plus gentilles avec les bénévoles que j'ai vues. Puis tu sais, même si t'es dans le tape ou que c'est dur, puis on le voit, tu restes positive, souriante, tu dis merci à tout le monde, puis c'est vraiment cool à voir. Fait que... Ah, merci. Merci beaucoup. Mais tu sais, sincèrement, c'est pas forcé là. Et une chose là, c'est à l'Ultra Trail du Fjord du Saguenay là, c'est à quel point les bénévoles étaient souriants là, l'ambiance, les yeux pétillants. Mm-hmm. Tu sais, j'ai trouvé vraiment les bénévoles me regardaient dans les yeux. Puis, as-tu besoin de quelque chose? Mais tu sais, ils voulaient que j'ai besoin de quelque chose. Mais ça va bien, merci. Non, mais c'est important de se rappeler. Puis j'en parlais avec l'équipe des Chic Chocs où j'étais il y a 2 semaines.
nos courses au Québec, peu importe laquelle, leur survie repose sur la présence des bénévoles, point final. Oui. Les coureurs, il va toujours en avoir, mais ça devient des FKT en autonomie s'il n'y a pas de ravito, tu sais. Ouais, Puis ouais. les organisations, peu importe la taille de l'organisation, ça demeure des tout petites PME, ces organisations-là, Ouais. puis avec la plupart des gens qui travaillent pas, à part 2-3 semaines par année, que pour ça, ils ont besoin des bénévoles. Fait que nos courses sont essentielles pour ça. Fait que quand vous êtes dans des ravitaux, quand vous les croisez, c'est important de les remercier. Et faites du bénévolat aussi. Ben, mon chum, mon conjoint, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Et c'est la première fois qu'il a fait du bénévolat Ah ouais? à l'Ultra Trail du Fjord du Saguenay. Puis il a aimé ça? Oui, il a adoré. Il était en haut de la montagne Blanche. Ouais. C'était pas plus le fun de la Comarée, c'était genre au top de la montagne. Ouais. Puis il aimait ça? Ben oui. Ben, c'est la première fois qu'on faisait garder les 3 enfants chez les beaux-parents. On est allé là, puis lui, il devait se rendre là-bas avant notre passage, tu sais, des coureurs du 100 km. Ils sont partis à 4 heures du matin, ils étaient 3, ils étaient avec 2 autres bénévoles. Et ils ont failli, quand on est passé, nous on partait à 5 heures de plus loin. Puis quand on est arrivé en haut avec j'étais avec 3 coureurs à ce moment-là qu'on s'est suivis un bout les 4 là, ça faisait même pas 5 minutes qu'il m'a dit finalement qu'il était arrivé en haut. Fait qu'on a failli, tu sais, les croiser dans le sentier comme des touristes qui montent là. C'est ça. C'est bon. Mais merci beaucoup Mylène, ça a été vraiment le fun de découvrir ton histoire, ton approche du sport. Moi, je trouve ça malade à quel point c'est que la passion qui drive puis le besoin de la course. Fait que vraiment merci. Puis je pense que tout le monde a beaucoup apprécié. Je regarde les gens, les yeux pétillants. Merci beaucoup, Mylène. Merci. On l'applaudit. Là, on passe aux choses sérieuses. Ah non. Je sors le chronomètre. Je rappelle... Hey, je suis pas bonne à ça. Mais Julian, il se tient proche. Il est prêt. Ouais. Je pense qu'il a fait un 11 secondes tantôt. Je le disais tantôt en blague. On va faire une mini compétition entre les 2 invités du jour. Il y a 160 quelques personnes qui l'ont Là, fait je par prends le une passé. gorgée, là. Prends une petite gorgée. Prends le temps de t'hydrater. 10 questions. Je rappelle que le FKT du jour est à 11 secondes. Et le FKT féminin de tous les temps est à 11 secondes. Joanie Desroches qui est là est l'une des détentrices de ce FKT-là. Donc, pas de pression, mais t'es entouré des 2 personnes qui ont déjà fait 11 secondes. Mais si tu fais 22 secondes, c'est pas grave non plus. Ouais. On est là pour le plaisir. C'est comme de la traite. Tu me dis quand t'es prête? Je suis prête. Route ou trail? Trail. Roulant ou technique? Technique. Des plus ou des moins? Des plus. Roche ou racine? Racine. Questionnaire, lime ou melon d'eau? Lime. Bâton, pas de bâton? Pas de bâton. Été ou hiver? Hiver. Gaspésie ou Charlevoix? Charlevoix. 100K ou 100 000? 5 ans. Gin ou café? Café. 13 secondes, on l'applaudit! Oh! C'est quand même parmi les temps les plus rapides de l'histoire de Pas sorti du bois, je te rassure. Ben. Mais Juliane, félicitations, tu gagnes aujourd'hui. Mylène, merci vraiment beaucoup. Ça Ça a été un fait grand plaisir. plaisir. On Merci souhaite à un toi. bon succès. Au moment où l'épisode va paraître, Arikana va déjà être faite parce que j'étais un petit peu d'avance dans les temps. Mais on souhaite un bel ultra trail à Arikana. On va se voir sur le départ. Oui, c'est vrai. Donc j'ai très hâte de te voir là. Puis amuse-toi. Oui, toi aussi. Merci. Donc, comme d'habitude, je termine en remerciant David Hébert pour le design graphique, Fred Desroches pour le thème musical. Je remercie NAC, qui est le partenaire officiel de Pas sorti du bois. Je remercie aussi Max, de la distillerie Bâle, qui est venu nous faire des drinks. Je pense que tout le monde a apprécié ses cocktails. Ouais, cool. J'en profite avant de terminer pour remercier aussi le Faux Mouvement qui nous accueille puis dire que je vais prendre quelques semaines de pause avec Pas sorti du bois. Inquiétez-vous pas, ça va revenir comme d'habitude, mais j'ai la chance de prendre un long congé parental puis on a des petits projets d'aventure à des endroits où je pourrais pas traîner des micros puis où j'aurais pas de Wi-Fi. Donc je devrais revenir avec des belles anecdotes, mais je vais prendre quelques semaines de pause de Pas sorti du bois. Je vais revenir en force parce que j'ai déjà à peu près les 10 épisodes qui vont suivre de déjà prévu que les invités. Puis il y a pas encore d'événements trail qui ont eu lieu entre maintenant puis ce moment-là en novembre quand je vais revenir. Donc je pense qu'on va avoir beaucoup de beaux épisodes à venir. Mais merci à tout le monde qui est fidèle au poste chaque mercredi. Merci à tout le monde qui était là aujourd'hui pour assister, pour poser des questions, pour boire un petit cocktail. Puis merci à tout le monde. Je vous dis à dans quelques semaines pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.